tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenomenal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résultat de l'année 2025, une année qui n'a clairement pas fait l'unanimité du côté des fans. Alors pour cette vidéo, je vais d'abord parler de l'année 2025 dans le monde du catch, tout ce qui s'est passé, et ensuite je vais parler plus ou moins un résumé de la chaîne, de tout ce qui est arrivé en 2025 et des futurs projets pour l'année 2026 parce qu'il va y avoir quelques nouveautés sur la chaîne. Mais du coup, sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec les points négatifs de cette année. Alors tout d'abord, je vais parler, il y a eu, il n'y a pas très longtemps, c'était à l'époque des Survivor Series, un article comme quoi la nouvelle ère actuellement avec WWE pourrait être intitulée la Ruthless Depression, parce qu'apparemment l'année 2025 serait une des pires années avec 2019 et d'autres années. Je suis pas d'accord avec ça, parce que 2019 c'était vraiment de la merde, hein. Clairement on peut pas le cacher, mais clairement 2025 était loin d'être au niveau de l'année 2019. Je veux dire, ok, tout n'était clairement pas parfait, mais on a eu aussi des bons trucs. Je veux dire, en 2019, un des seuls trucs qui a été réussi, c'était les Survivor Series. Paradoxalement, cette année, les séries étaient ratées. Cette année, je veux dire, en 2019, comme dit, c'est le seul truc qu'ils ont réussi. Je veux dire, en 2019, le Rumble était raté, Mania était raté, SummerSlam était raté. Bon, le WrestleMania de cette année, c'était clairement pas le meilleur des WrestleMania, mais c'était pas horrible comme le 35, il y avait eu des bons trucs. Le Rumble de cette année était très bon, le SummerSlam de cette année était très bon. Et je veux dire, tout n'était pas mauvais. Bon, par exemple, j'avais râlé parce que Rollins avait remporté la mallette Money in the Bank, mais en 2019, c'était Lesnar qui l'avait remporté. Je veux dire, voilà. Je veux dire, même au niveau des règnes, même au niveau des règnes de champion, c'est clairement. Alors cette année, oui, c'était pas parfait. Je veux dire, le deuxième règne de Cody, il est catastrophique. Le règne de Cena en heel, c'était pas grandiose, mais c'était pas catastrophique. Alors qu'en 2019, on avait commencé avec Lesnar en tant que champion universel. Bon bah voilà, c'est Lesnar quoi. Le règne de Rollins était pas bon, surtout qu'il y a eu un petit règne de Lesnar entre les deux. Heureusement qu'à la fin on a eu le règne de Bray Wyatt qui a un petit peu sauvé le truc. Je veux dire, et niveau champion WWE, on avait commencé oui avec un Daniel Bryan qui était super en heel, et après on a eu un Kofi Kingston qui a été ultra fade en face. Et après c'est Lesnar qui est reparti avec la ceinture. Donc ouais, 2019, on y est très loin. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu il n'y a pas eu que du bien en 2025. Beaucoup ont râlé sur le premier Raw sur Netflix. Moi personnellement je l'ai trouvé pas mal. C'était pas grandiose, mais c'était quand même très bon. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été ratées. Mais je veux dire, c'est pas non plus la catastrophe de chez catastrophe. Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu plusieurs problèmes durant cette année, et principalement le premier problème, le push de Jey Uso en solo qui était catastrophique. Alors le faire gagner le Rumble, c'était peut-être pas une si mauvaise idée. Comme dit, il était on va dire un peu le chouchou des fans, le Yeet c'était over. Donc le faire gagner le Rumble match, c'était pas déconnant, sauf que très vite, on a vu pendant la Road to WrestleMania qu'il avait pas les épaules pour, en tout cas pour le moment, pour être champion du monde. Je veux dire, on n'a pas vu ce qu'il pouvait faire en tant que champion intercontinental. Je veux dire, quand il avait récupéré le titre intercontinental, il l'a perdu 2 semaines après à nouveau face à Braun Breaker. Donc pour moi, ils auraient dû lui remettre le titre intercontinental sur les épaules et voir ce que ça donne, ce que ça aurait pu donner. Pas lui mettre tout de suite le titre poids lourd. Je veux dire, surtout qu'il avait perdu face à Gunther genre une semaine avant le Rumble. Ça reste quand même très con, je veux dire. Il n'y a aucune logique. Surtout le match à WrestleMania est pas bon. Son règne en tant que champion poids lourd était pas ouf, même si pour ça, comme dit déjà, il avait pas les épaules pour, mais surtout WWE n'a rien fait. Je veux dire, il l'a défendu une fois face à Logan Paul, mais la rivalité a duré je sais pas combien de temps. Il l'a défendu presque 1 mois et demi après WrestleMania. Après ils ont été tous les deux ajoutés à la rivalité Cody Cena.
Ouais, non, WWE n'a même pas essayé en fait d'avoir un bon règne avec Jey Uso. Et après, ils nous l'ont un petit peu quand même forcé le reste de l'année. On nous a teasé un heel turn que finalement on n'a jamais eu. Et je vais être sincère, la reformation là des Usos actuelle, c'est plus un aveu d'échec. Je veux dire, Jimmy Uso était un peu mieux quand même en fait en solo, alors qu'ils l'ont presque pas utilisé. Ce qui est ultra dommage. Et ouais, bon, c'est vrai que du coup, Jey Uso, selon moi, en solo, c'est le principal échec de 2025. Mais il y a eu un autre échec durant cette année, c'est la tournée d'adieu de John Cena. Même s'il y a eu du bon, ça n'a pas été le succès qu'on espérait. Déjà le heel turn de John Cena, malgré que sous le coup c'était incroyable, au final ils ont rien fait avec. Je veux dire, Cena en heel, il aurait pu être génial, et au final, voilà, son règne de champion WWE était pas ouf, hein. On va clairement pas se mentir, c'était pas très bon. Et le reste de l'année n'était pas mauvais, mais voilà, je veux dire, juste pour la rivalité face à AJ Styles, il n'y a pas eu de rivalité, il y a juste eu un match de l'année, hein. Ça, il y a pas débat là-dessus, hein. C'était carrément le match de l'année, mais bon, on aurait préféré avoir une vraie rivalité entre les deux. On a eu son match face à Lesnar à WrestlePalooza qui a été un échec. Il y a eu d'autres trucs qui n'ont pas été ouf, hein. Je pense à sa rivalité face à CM Punk. Le match était génial, mais ouais, la rivalité était inexistante. Enfin, beaucoup ont été ultra hype quand Cena a refait la pipe bomb. Mais moi, ouais, j'avais pas du tout accroché à ce truc. Je l'avais dit en plus dans la vidéo pronostic de Night of Champions. Et ouais, bon, ça m'avait pas plus hypé que ça. Et même, comme dit, il a pas eu de rivalité face à Gunther, ce qui était ultra dommage. Je défends toujours le fait que Gunther ait fait abandonner John Cena. C'était le truc à faire pour moi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de rivalité entre les deux, et c'est ultra dommage. Et c'est surtout dommage même juste pour John Cena, pour tout ce qu'il a apporté à la WWE. C'est vrai que sa tournée d'adieu, j'ai vraiment l'impression qu'elle a été construite au jour le jour. Pareil, son alliance avec The Rock, ça n'a rien donné. D'ailleurs, on n'a plus revu The Rock de tout le long de l'année. Donc voilà, je pense pas que du coup qu'on aura finalement de rivalité The Rock Roman Reigns. À moins que l'Arabie Saoudite met un gros chèque sur la table. Mais ouais, le dernier règne de John Cena, voilà, c'était raté. Et un des autres défauts de cette année, c'est le départ de Karrion Kross. Alors, de Karrion Kross et de Scarlett, parce que les deux forment un tout. C'est une de mes plus grosses déceptions de cette année. Karrion Kross, c'est un super catcheur. Je l'avais découvert à l'époque où il était à Impact, TNA maintenant. J'avais plutôt bien accroché à ce catcheur, j'avais plutôt bien aimé ce qu'ils avaient fait du côté de NXT. Alors c'est vrai qu'il l'avait mis champion NXT assez tôt, voire même un peu trop tôt. Mais après il a eu un deuxième règne plutôt pas mal avec ses matchs face à Balor. Même son match face à Joe était pas mal. Après bon, il est arrivé du côté du main roster, ils lui ont chié dessus. J'ai fait une vidéo, un coup de gueule sur l'utilisation de Karrion Kross. Ce qui est marrant, c'est que j'ai fait cette vidéo en me disant voilà, que c'est ultra dommage qu'ils ont fait de Karrion Kross. Et petit à petit, juste après Mania, Karrion Kross est devenu ultra over avec les fans. C'était celui-là qui vendait le plus sur le shop WWE. Et WWE n'a rien fait, à part une rivalité face à Sami Zayn qui était très bonne. Et au final, il perd son match et la WWE décide de pas le re-signer. Actuellement, il est sur le circuit indépendant avec sa femme Scarlett. Ils font du bon taf, je regardais un peu ce qu'ils font. C'est pas mauvais ce qu'ils font. Mais ouais, c'est ultra décevant pour Karrion Kross, surtout qu'en plus c'était devenu ultra over avec les fans. Ils auraient pu faire quelque chose avec, et au final non. C'est complètement con. C'est vraiment, je trouve, le plus gros défaut, enfin en tout cas en ce qui me concerne, du côté de chez WWE cette année. Et l'un des autres gros défauts de cette année, c'était la construction des Premium Live Event. Beaucoup avaient très peu de construction. Je pense notamment
quasiment presque tous les pay-per-view qu'il y a eu entre WrestleMania et SummerSlam, ils ont quasiment pas eu de construction à part Evolution, qui était un super PLE d'ailleurs. Personne ne le mentionne, mais moi je trouve que c'était un super PLE, avec un super match entre Rhea Ripley et Io Sky. Mais c'est vrai, et tous n'étaient pas mauvais. Je pense à Backlash ou Night of Champions, c'était des très bons PLE. Hein. Mais c'est vrai que niveau construction, c'était pas ouf. Crown Jewel n'a pas eu, je trouve, une super construction. Et pourtant, c'était un très bon PLE. Encore, on a eu de la chance pour Clash in Paris. Il y a eu une plutôt belle construction. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je crois que c'est la dernière grosse rivalité de Cena qui avait bien été construite. Parce que bon, sa rivalité face à Lesnar, c'était un vrai pétard mouillé. Donc, ouais. Comme dit, on a eu de la chance pour Clash in Paris. SummerSlam était encore plutôt bien construit. Mais sinon, c'est vrai que beaucoup de PLE n'avaient quasiment aucune construction. Et même les Saturday Night Main Event, beaucoup étaient des catastrophes. Beaucoup n'ont pas non plus eu de construction. Ce qui était assez dommage. On a aussi eu, je voulais aussi revenir sur deux autres PLE qu'on a eu au courant de l'année, WrestlePalooza et Survivor Series, qui sont un peu considérés comme les plus mauvais PLE de cette année. WrestlePalooza, en fait, c'est surtout qu'il y a eu un opener catastrophique et un main event qui était à chier. Mais sinon, le reste de la carte était très bon. Le match par équipe entre les Usos et The Vision était très bon. Le match entre Stephanie Vaquer et Io Sky était génial. C'était le match de la soirée et un des matchs de l'année. Ensuite, on a eu le mixed tag team match entre Punk et JD et Rollins et Becky, qui était très bon, vraiment très bon. Et on a eu, ouais bon à la fin, oui, le Cody Rhodes, Drew McIntyre qui était nul, hein, je veux dire, ça a littéralement chié sur McIntyre. D'ailleurs, l'actuel règne de Cody Rhodes, c'est juste ça, c'est chier sur McIntyre, c'est juste ça. Donc voilà, c'est très dommage. D'ailleurs, la construction de McIntyre tout le long de l'année, ça a été une catastrophe. Donc, WrestlePalooza n'était pas complètement acheté. Il y avait du bon, je veux dire. Hormis le début et la fin, le milieu était très bon. Survivor Series, bon, c'est vrai que le match entre Cena Mysterio et le Nikki Bella et Stephanie Vaquer était des très bons matchs. Surtout le Cena Dominic Mysterio. Mais bon, c'était pas ceux qui avaient eu la meilleure construction. Et surtout, les deux les deux Wargames match étaient catastrophiques. Enfin, c'était pas bon. La construction était illogique, pas bon. Non, je trouve que les séries étaient quand même pires que WrestlePalooza, où on pouvait encore si on fouillait, on pouvait encore trouver des bons trucs. Mais Survivor Series, ouais, c'était pas bon du tout. Bon, après, WrestlePalooza, comme dit, n'était pas un très bon show dans son ensemble. Enfin, à cause justement de ces deux grosses affiches qui ont été des échecs. Donc voilà, c'était vraiment pas du tout les shows de l'année, quoi. Surtout les séries. Et aussi, l'un des autres gros problèmes, c'était AEW. AEW est remonté en force, ils ont une super année. Vraiment, ça faisait la dernière grosse année de AEW, c'était 2021. Je dirais à partir de 2022-2023, pour moi, ça a été une descente aux enfers pour eux. 2024, beaucoup disent qu'ils ont remonté la pente. Il y a eu du bon comme du mauvais, c'est un peu une année kiff-kiff, mais alors 2025, ils sont revenus en force, et j'ai pas honte de le dire, ils ont été meilleurs que WWE. Bon, je suis pas à temps plein AEW, c'est pour ça que j'en parle pas énormément sur la chaîne, mais à chaque fois que je regardais, je veux dire, c'était génial. Quand je lisais les résumés, ouais, ils avaient des belles affiches, ils avaient eu des putains de je crois que chez eux ça s'appelle encore pay-per-view. Non, ils ont vraiment eu des bons trucs. Je veux dire, John Moxley en tant que champion AEW, All-In avec la victoire de Adam Page, le règne de Tony Storm. Non, vraiment, AEW, ils ont vraiment fait un super boulot. Et ouais, alors NJPW, j'ai pas trop suivi. CMLL, j'ai pas suivi non plus énormément. C'est même deux fédérations que je ne suis pas énormément. Mais même eux, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai compris, qu'ils ont fait des bons trucs. Donc, ouais, c'est assez dommage. Surtout que WWE, ça c'est quand même un point positif.
ils ont fait une alliance avec TNA. Et TNA, eux, ils sont hyper bien remontés la pente. Déjà en 2024, ils étaient revenus au top de leur forme. Mais vraiment, TNA, ils ont une super année. Je sais, alors je ne suis pas triple A, mais même triple A est ultra bien remonté, sachant que c'est WWE qui maintenant possède la triple A. Donc ouais, c'est très bizarre. Donc oui, il y a aussi eu du coup de la concurrence qui a à nouveau réapparu avec AEW qui est remonté en force. Et vraiment, WWE n'a pas su gérer, notamment à tout le temps vouloir foutre des shows, des PLE en face de leur show à eux. Ce qui est complètement débile. Voilà, j'ai pas les mots, c'est complètement con en fait. Il y a également eu des points positifs du côté de chez WWE. Notamment Dominic Mysterio en tant que champion intercontinental. J'avais un petit peu râlé à l'époque de WrestleMania, enfin j'étais content pour lui, mais ça me faisait chier parce que je pensais que Bron Breakker allait encore conserver le titre. Donc voilà, j'étais un peu déçu, mais au final non, Dominic Mysterio il a été un super champion intercontinental. Même le fait que ok il a perdu face à Cena pour que Cena devienne enfin Grand Slam, il l'a récupéré 2 semaines après. Et il est toujours actuellement champion intercontinental. C'est un super champion, c'est un super catcheur. Non, vraiment, Dominic Mysterio, c'est un super heel. Vraiment, il a eu une année impec. The Vision, c'était un clan incroyable cette année. Tout d'abord avec Rollins, Breakker, Bronson Reed, Paul Heyman. C'était incroyable. Quand Breakker s'est retourné face à Rollins, comme dit, c'était le truc à faire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand Rollins va faire son retour. Breakker, ça a aussi été une belle pépite cette année. Bon, là, il a perdu son match face à CM Punk. C'était dommage quand même. Mais bon, Bron Breakker, belle évolution tout le long de l'année. En plus, là, avec le rajout de Austin Theory et Logan Paul. Non, vraiment, c'était très bon. La division féminine, ça a été plutôt bon cette année. Ça a été pas la grande année, mais c'était plutôt bien. Il y a eu quelques ratés, je pense. Notamment la division de SmackDown. Enfin, de toute façon, SmackDown cette année n'a pas été une réussite. Je veux dire, à part les règnes de champion des États-Unis, je veux dire, là c'était très bon. Je veux dire, Ilya Dragunov, Sami Zayn, même Solo Sikoa était un bon champion des États-Unis. Et la division par équipe aussi du côté de SmackDown a été très bonne jusqu'à que les Wyatt Six récupèrent le titre. Pourtant au début c'était pas mauvais, hein. Les Wyatt Six avaient eu de belles défenses de titre à SummerSlam ou à Clash in Paris. C'est vrai qu'après on les a plus vus et c'était ultra dommage parce que la division par équipe de SmackDown était bien remontée, contrairement à la division par équipe de Raw. Et même j'ai envie de dire, Raw cette année n'a pas été mauvais, hein. Clairement pas, hein. Je veux dire, à part justement dans la construction des Survivor Series où là je trouvais que Raw avait vraiment perdu de l'intérêt. Ok, ça n'a pas été parfait tout le long de l'année, mais Raw a été très bon cette année. Vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. On voit en tout cas que c'est le show principal de la WWE, parce que oui, Raw est disponible, il n'y a que Raw qui est disponible sur Netflix aux États-Unis. Dans le reste du monde, maintenant, il y a aussi SmackDown sur Netflix, mais pas aux US. Mais oui, non, Raw était très bon. Vraiment, c'était un bon show cette année. Un autre point positif cette année, et celui-là vous l'avez sûrement vu venir, c'est l'ascension de Stephanie Vaquer. J'ai fait une vidéo, je veux dire, sur la carrière de Stephanie Vaquer et tout bien que je pensais d'elle. Donc allez la voir, mais comme dit, elle a eu une super année. Pour moi, je pense que ça a été la catcheuse de l'année. Champion nord-américaine du côté de NXT, championne NXT, champion World Heavyweight, le titre Crown Jewel féminin. Non, franchement, elle a eu une super année. Je l'avais dit quand, je veux dire, j'avais repris NXT, enfin quand j'avais commencé les vidéos et à parler de NXT, j'avais dit que Stephanie Vaquer, ça allait être sûrement l'avenir de la division féminine. Bah pour le coup, je m'étais pas trompé. Même si j'avoue que ces dernières semaines du côté de Raw, ils la mettent pas trop en avant, ce qui est un peu dommage. Mais oui, belle ascension du côté de Stephanie Vaquer, donc fallait forcément que j'en parle. Bon, maintenant on va parler de l'ensemble de la chaîne. Alors tout d'abord, pour commencer le début de l'année 2025, j'étais encore un peu en train de me chercher. Je faisais souvent les news
sous format short. D'ailleurs les formats short, je continue toujours ça avec les vidéos, enfin pronostics et résultats de NXT. Je fais plus énormément de shorts sur les news ou l'actualité, tout ça. Je le fais très rarement et quand je trouve ça intéressant. Parce que c'est vrai qu'au début de la chaîne, je le faisais tout le temps. Mais bon, c'était encore l'époque où je savais pas trop quoi faire vraiment sur YouTube et sur cette chaîne, mis à part parler de catch. Donc voilà. Au bout d'un moment, ça m'avait un peu gonflé de tout le temps faire en fait les news, tout ça. Donc j'avais un petit peu arrêté. Concernant les shows NXT, alors ça c'est un défaut enfin c'est une petite erreur que j'ai fait. En fait, j'ai commencé à parler de NXT où j'ai commencé à regarder à nouveau NXT, mais vraiment presque toutes les semaines. Parce qu'avant, quand c'était passé à NXT 2.0, je regardais quasiment jamais. Limite, je regardais plus les résultats sur Catch News ou des trucs comme ça. Mais je regardais plus vraiment. Même quand c'était devenu le show or et blanc, je regardais de temps en temps, mais je veux dire, je connaissais clairement pas tout le monde. Et on va pas se mentir, ça se voyait sur les vidéos NXT. J'aurais peut-être pas dû tout de suite recommencer NXT. Mais bon, je m'étais dit que ça pourrait être une bonne idée. Mais bon, voilà, c'était pas non plus la meilleure des idées. Parce que comme dit, il y avait des catcheurs et des catcheuses. Je savais pas trop qui c'était. En plus, bon, bien sûr, vu que c'est moi, je bafouillais la moitié des noms. Je disais Stéphanie Vaquez au lieu de dire Stéphanie Vaquer, par exemple. Mais alors, il y en avait certains que je connaissais, comme Trick Williams ou Lola Vice, ou même Oba Femi. J'avais déjà entendu parler d'eux. Mais bon, voilà, beaucoup, je ne les connaissais pas. Et pour ça, en fait, quand je faisais des vidéos longues dessus, c'était des vidéos, en fait, je comblais. C'est encore un problème, d'ailleurs, que j'ai actuellement, en fait, sur les vidéos. C'est que généralement, je parle, mais j'essaie souvent de combler parce que j'ai pas envie que les vidéos durent 5 minutes. Enfin, ça, je vais y revenir un peu après. Et c'est pour ça qu'en fait, les vidéos de NXT, elles sont passées sous format short. En plus, au début, pour ceux qui ne le savent pas, il y a soit les vidéos short durent 1 minute ou soit 3 minutes. Sauf que moi, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je voulais mettre des shorts qui duraient moins de 3 minutes, YouTube ne les acceptait pas. Je sais pas trop pourquoi, enfin ça a dû être un espèce de bug. Et au final, ça prenait que les vidéos d'1 minute, donc c'est pour ça que sur chaque short, je faisais un match, ce qui était chiant. Bon, ça faisait, je crois, 5 shorts. Mais bon, ouais, c'était assez casse-couille, et en fait, c'était juste une mise à jour que je devais faire sur mon téléphone, que je n'avais pas fait. Et donc, du coup, maintenant, oui, les shorts, ça fonctionne bien. Je fais aussi des fois quand il y en a qui sont licenciés, ça marche plutôt bien d'ailleurs, niveau vue. Mais oui, je suis très fier de ce que j'ai fait au niveau des shorts et au niveau de NXT. Concernant tout ce qui est review, tout ça, j'avoue que des fois je me suis un peu forcé à les faire parce que des fois j'avais pas beaucoup de hype concernant les PLE, donc des fois ouais c'était... Voilà, j'ai dû un peu me forcer à les faire. J'ai aussi commencé à faire des miniatures, parce que bon, je vais être clair et net, quand j'ai lancé en fait YouTube, c'était vraiment presque sous un coup de tête en fait que je me suis lancé sur YouTube sans trop réfléchir. Et donc du coup, c'était des montages vite fait, même comme dit, je filme avec mon portable. Même au niveau d'ailleurs tout ce qui est informatique, là ça a été sacrément casse-couille, parce que d'abord je filmais avec mon portable et ensuite je suis passé avec une caméra. Sauf que ma caméra, elle a décidé de ne plus fonctionner. Enfin, c'est la carte mémoire qui a eu un problème. Et en fait, quand j'ai voulu racheter une carte mémoire, j'ai vu qu'en fait, c'est un modèle qui est devenu complètement obsolète, où je pouvais trouver en fait d'autres trucs, mais bon, c'était carte mémoire pour qu'elle me tienne quoi pour 3 vidéos. Je me suis dit c'était pas la peine. J'ai commencé à chercher une solution. Et au final, j'utilise maintenant un appareil photo, et donc du coup, qui a une plutôt belle qualité, et également un micro. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez savoir quel logiciel de montage j'utilise, c'est Videopad. Et j'avais commencé à utiliser du coup la caméra et le micro au niveau à peu près du show Clash in Paris. Clash in Paris, c'était un show super, c'était je pense le gros événement de l'année, niveau catch en tout cas, pour nous les Français. Et alors, ça a été un super show, mais ça a été vraiment... enfin, j'en parle justement dans la vidéo résultat /vlog du show.
toutes les galères qui me sont arrivées avec l'hôtel, tout ça. Et ça aussi, il faut savoir, c'est que quelques semaines avant que la Chine Paris, bah, je me suis fait voler mon PC avec plusieurs vidéos prêtes en avance, enfin des scripts de vidéos, des trucs comme ça, beaucoup de dossiers pour la chaîne. Enfin, en tout cas, il y avait pas mal de trucs dessus. Je me suis fait voler, voilà, le PC pendant les vacances, donc c'était assez problématique. J'ai dû racheter un PC en urgence. En plus, quand j'ai repris Vidéopad, ça a commencé à déconner sur le PC. Enfin, il y a eu toute une espèce de galère à ce moment-là, donc c'était pas très motivant, je veux dire, pour continuer les vidéos. Mais bon, j'ai quand même continué. Et aussi, la grosse nouveauté qu'il y a eu sur cette chaîne, c'est Ciné-Catch. Alors, c'est un concept qui m'est passé presque comme ça par la tête. Je sais pas trop d'où c'est vraiment venu. Et bon, vous avez compris, je suis aussi un grand fan de cinéma. Petite anecdote d'ailleurs, à la base, je pensais lancer une chaîne YouTube sur le cinéma. Donc ce concept, en plus, ça me ramène au cinéma, donc c'était ultra cool. Et c'est vraiment un concept que j'ai adoré faire. Et alors à la base, je voulais faire une vidéo par mois, un épisode de Ciné-Catch par mois. Sauf que, comme dit, je suis pas ultra fier du rendu final en fait du premier épisode. Je sais pas, je trouve qu'il manque un truc, même si je le testais avec un angle de caméra différent et des trucs comme ça. Et puis en plus, entre temps, j'ai eu les problèmes de caméra, tout ça, donc ça m'avait pas mal retardé les épisodes. Et aussi, en fait, plus je travaillais sur les épisodes, en fait, plus ça prenait du temps. Et donc du coup, finalement, en fait, je préfère faire genre un minimum de 5 épisodes de Ciné-Catch par an. Parce que du coup, les vidéos sont un peu mieux travaillées, donc déjà au niveau visuel et au niveau sonore, mais aussi j'aime bien aller chercher des petites anecdotes tout autour du film, voir tout ce que le casting a fait, enfin les acteurs, dans quoi d'autre, s'ils ont joué dans d'autres trucs connus, qu'est-ce que le réalisateur a fait d'autre, au niveau de la musique. Comme dit, j'essaie vraiment de trouver plein de petites anecdotes et au final, un épisode par mois, c'est un peu short. Et donc du coup, je préfère en fait faire 5 ou voire 6 épisodes par an et du coup proposer des bons épisodes. Il y avait aussi le deuxième épisode de Ciné-Catch, du coup les Reines-du-Ring, où j'étais pas trop fier du résultat, même si en plus c'est des bons films, oui, même les Reines-du-Ring, hein. Sinon après, à partir du troisième épisode, j'étais beaucoup plus satisfait avec déjà que ce soit la qualité visuelle, tout ça. Et même aussi, j'essayais en fait avec les 2 premiers épisodes d'avoir des épisodes qui durent à peu près 5 minutes. Je voulais pas non plus que ce soit hyper long, contrairement aux vidéos pronostiques, tout ça. Puis au final, le troisième épisode sur une famille dans le ring, si je me trompe pas, l'épisode durait plus de 10 minutes. Et bon, je crois que celui-là sur Sino Evil avait duré un peu plus de 5 minutes. Mais ouais, comme dit, au final, l'épisode, c'est celui où j'ai le plus travaillé dessus. En fait, où je me suis fait le plus kiffer. Et au final, l'épisode dure 10 minutes. Et au final, je pense aussi pour les Ciné-Catch, je veux plus faire me mettre une limite de temps. Si un épisode doit durer 5 minutes, il durera 5 minutes. S'il doit durer 10 minutes, il durera 10 minutes. S'il doit durer plus longtemps, il durera plus longtemps. Mais vraiment, Ciné-Catch, c'est un concept en tout cas. Bon, ça marche. Ouais, c'est pas le truc qui marche le mieux. Mais c'est le concept en tout cas sur lequel je kiffe le plus travailler. Et ça va continuer comme ça. Et je veux qu'en fait Ciné-Catch devienne le contenu, on va dire, principal de la chaîne. Même si, comme dit, il n'y a que 5-6 épisodes par an. Je veux quand même que ce soit le truc, le concept principal de la chaîne. Et concernant les nouveautés qui vont arriver, alors ce concept qui va arriver, ça m'a été pas mal inspiré par les journaux de vlog de la chaîne La Fuite en Vidéo. C'est un youtubeur que j'apprécie beaucoup, c'en est même un qui m'a donné un peu envie de me lancer sur YouTube. Et en fait, il fait souvent tant et tant de semaines, tant et tant de fois dans le mois, un concept de vidéo qui s'appelle Journal de vlog, où il dit ce qu'il a vu comme film, ce qu'il a vu comme série, répond à des questions, tout ça. Et en fait, ce que j'aimerais faire, ça s'appelle en fait la review du mois. En fait, c'est un épisode où, par exemple, je fais un état des lieux de l'ensemble du mois de janvier, où je raconte ce qui s'est passé tout d'abord dans le monde du catch, où je revois toutes les news les plus importantes qu'on a eues, les faits marquants, et ensuite je ferai la review en fait
pendant ce truc du du PLE de la WWE qui a eu durant le mois, ce qui fait que du coup qu'en fait il n'y aura plus de vidéos résultats des PLE des WWE, ce sera directement en fait dans les review du mois. Et justement je pourrais aussi parler en fait de tout, en fait aussi de TNA, de AEW, s'il y a eu des trucs intéressants, d'autres PLE, d'autres trucs. Et concernant les vidéos pronostiques, je les ferai en fait quand je trouve que c'est nécessaire, genre pour le Rumble, WrestleMania, ou s'il y a un autre PLE qui m'intéresse. Mais si par exemple il y a un PLE où j'ai aucune hype et où j'ai rien à dire, bah en fait je vais juste pas la faire en fait, parce que ce serait me forcer. Et il y a 2-3 vidéos où je sens que je me suis forcé sur les vidéos pronostiques. Et ouais, bon voilà, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Donc c'est un concept qui va arriver. Ça va arriver d'ailleurs début février, où en fait je ferai une vidéo du coup sur tout le mois de janvier. Je dirais les faits marquants qu'il y a eu dans le monde du catch. Je parlerai également des dernières news. Et du coup il y aura le résultat du Royal Rumble. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas quand vous verrez les épisodes, vous comprendrez le contexte. Et du coup c'est tout pour cette vidéo bilan de l'année 2025, qui était comme dit pas la meilleure année dans le monde du catch, enfin en tout cas chez WWE, mais ça va, c'était pas non plus la pire, il y a eu du bon. Ça a été comme dit aussi une très bonne année pour AEW, TNA ou des trucs comme ça. Et donc du coup aussi les futurs concepts de la chaîne, le fait que voilà Ciné-Catch, voilà, je vais toujours travailler dessus, et les fameux reviews du mois. J'espère que comme dit vous avez compris le concept la review du mois. En tout cas vous verrez durant les premiers épisodes ce que j'ai en tête. Si jamais cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout blablabla. Vous connaissez la chanson. Ciao.